Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui donc pour la 6e webconférence dans cette phase de confinement liée au Covid-19. Donc aujourd'hui un secteur important, le secteur de la santé, acteur majeur en cette période de crise sanitaire. Quelle valeur sélectionner? Donc 3 intervenants aujourd'hui. Donc Cédric Loboutin qui n'a pas attendu le déconfinement pour couper les cheveux. Responsable de l'offre financière, Jean-Michel Cousin que nous accueillons et qui donc suit le secteur de la santé chez Ports-en-Par, et enfin que vous connaissez bien avec une forte notoriété sur Twitter, Lionel Duverger, notre expert analyste technique. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc une conférence qui va durer environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Vous avez commencé, je vous remercie. Cette session est enregistrée, vous pourrez la retrouver sur le site internet et voilà, et les équipes sont à votre disposition pour répondre à toute autre question. Donc bienvenue à tous et je laisse la parole à Cédric pour commencer. Merci Laure, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc Laure l'a présenté, donc une introduction que j'ai pris l'habitude de faire un peu pour rappeler un peu le cadre, tant sanitaire que macroéconomique et aussi notre position sur les marchés. On continuera ensuite avec un point technique sur les indices, principaux indices, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, et après un rapide focus sur le secteur de la santé. Et enfin, Jean-Michel passera en revue des valeurs que nous mettons en avant au sein de ce secteur de la santé. Donc, pour commencer sur notre environnement, donc en slide 3, alors, où on en est comme vous le voyez dans le graphique à droite, donc sont toujours les chiffres de l'OMS. En termes de nouveaux cas, c'est assez stable. On est quand même sur des niveaux, nouveaux cas de coronavirus. On reste quand même sur un niveau très élevé de nouveaux cas à l'échelle mondiale. Vous le voyez, dans les pays développés, on pense à l'Europe, on pense aux États-Unis, c'est stable. Le nombre de nouveaux cas est stable. On reste cependant extrêmement vigilant sur une éventuelle reprise. Je pense que c'est le risque numéro 1 aujourd'hui, qui est combien, est-ce que c'est, pardon, le cas qui s'est produit à Singapour, à savoir une reprise de la pandémie, est-ce que cela ne nous prend pas au nez? Donc vraiment, on sent que l'ensemble des États sont extrêmement vigilants. C'est pourquoi le déconfinement est en marche dans tous les États. Les États-Unis sont en train de réouvrir aussi leurs magasins, 45 États sur 51 qui sont en train de rouvrir. Néanmoins, voilà, on y va de manière extrêmement prudente. Et on peut le constater, on peut prendre notre exemple, l'exemple de BNP Paribas, Ports-en-Par. Donc le retour est prévu à partir de la semaine prochaine, mais on a des mesures sanitaires draconiennes qui s'appliquent. Et donc c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, à savoir comment est-ce que l'activité économique va pouvoir reprendre tout en respectant des règles sanitaires très strictes. D'un point de vue économique, donc comme l'indique le petit graphe que j'ai mis en bas à gauche, il y a une vraie incertitude, puisque au début on disait que c'était une phase transitoire, que c'était un événement dramatique mais de courte durée. On s'aperçoit que la récession économique, la contraction économique que l'on connaît est historique et extrêmement forte. Si on reprend quelques chiffres, le nombre de chômeurs en Allemagne pour le mois d'avril a bondi de près de 13%. En France, on a une contraction du PIB pour le premier trimestre qui est de moins 5,8%, c'est assez unique. En Italie, on est à moins 4,7% de contraction. Le gouvernement espagnol prévoit sur l'exercice 2020, sur l'année 2020, une contraction de 9,2% de son économie. Et en termes de prévision économique, BNP Paribas attend une contraction en Europe pour l'année 2020 de 8% du PIB. Donc, vous le voyez, la situation est vraiment très tendue. On ne pensait pas, c'est vrai que toutes les attentes sont revues à la baisse en termes de contraction économique. Hier, vous aviez aux États-Unis le vice-président de la Fed qui annonçait qu'il connaissait une situation de l'emploi unique depuis les années 40. Donc voilà, on a même dépassé les très mauvais scores et les grosses inquiétudes de la crise financière 2008-2009. Donc maintenant, on s'achemine plutôt vers un scénario de reprise en U. En U, c'est-à-dire un U un peu, donc la barre horizontale du U un petit peu plus profonde que ce que l'on craignait, et une reprise un peu plus étendue. On pensait début
du deuxième trimestre 2020. On est plutôt sur une reprise courant deuxième trimestre 2020, voire fin d'année 2020, et une reprise forte en 2021, notamment alimentée par toutes les mesures de soutien des banques centrales et des gouvernements dans le monde entier. D'un point de vue valorisation, alors elles sont pas si attractives que ça. Hein. Pourquoi? Parce que les bourses ont baissé, certes. On a eu un rebond, comme Lionel l'a expliqué, on a retracé pratiquement 50% de la baisse sur le mois d'avril. On a eu un rebond historique aussi au mois d'avril qui correspondait à une correction historique au mois de mars, pratiquement tous les indices. Néanmoins, les corrections des revenus des sociétés n'a pas été aussi fort à la baisse. On n'a pas encore eu de révision forte à la baisse. Alors, il y a deux raisons à cela. C'est que déjà, on était surpris par la violence de l'arrêt de l'économie. Donc, il est difficile de le chiffrer pour l'exercice. Bon, déjà, pour le premier trimestre, voire le deuxième trimestre 2020, on a eu des publications pour le premier trimestre qui sont correctes. Aux États-Unis, on a près de 65% des publications actuelles sur le S&P qui ont battu les attentes. Et les révisions ne sont pas encore actées. Elles vont se faire, on pense, deuxième trimestre. Et le souci, c'est que les entreprises, à 90%, sont incapables de donner des prévisions fiables pour le restant de l'année. Donc, vous avez d'un côté une correction des bourses, mais on n'a pas eu de correction des earnings, donc le fameux E, lorsqu'on calcule le price to earnings, donc le PE. Donc, du coup, aujourd'hui, on est encore sur des valorisations qui restent relativement attractives. Néanmoins, on maintient notre recommandation d'opportunités. On est sur des opportunités aujourd'hui pour accumuler des actions sur le moyen long terme. Donc c'est pourquoi on souhaite aujourd'hui, après avoir fait différentes présentations sur des secteurs qui résistent bien, revenir sur le secteur de la santé. Je laisse la parole maintenant à Lionel pour la partie technique. Bonjour. Là, on va parler un peu indices en général en Europe. Donc l'Eurostoxx que vous voyez ici. L'Eurostoxx qui regroupe environ les 300 valeurs, les 300 principales valeurs de la zone euro. Donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a eu une baisse très significative fin février jusqu'à environ la mi-mars, une baisse d'environ un mois, très importante, d'environ 40%. Un rattrapage significatif depuis, puisque, comme le disait Cédric, on a retracé 50% de cette baisse, on a rattrapé à peu près la moitié de cette baisse, au plus haut de fin avril, sur le pic récent. Alors maintenant, si on décompose un peu comment s'est produit cette remontée, elle a été très vigoureuse fin mars, début avril, jusqu'au 7 avril environ, et elle est plus lente depuis. C'est ce qui est symbolisé ici à l'intérieur de cette configuration en rouge qu'on appelle dans le jargon d'analyse technique un biseau. Donc c'est cette bande où on a une pente sur les pics qui est moindre, qui est moins pentue que la pente sur les creux, et on en est sorti récemment par le bas. Donc il y a eu donc un ralentissement, et maintenant le fait de s'en extraire par le bas incite plutôt à la prudence à court terme. En théorie, la cible de cette sortie par le bas, ça vous donne le niveau du 2 avril qui se situe environ 9% plus bas que les cours actuels. Autre point de repère, on a la moyenne mobile 50 jours baissière en violet, en pointillé. Donc on a quand même rattrapé une bonne partie du terrain perdu puisque on a rejoint cette moyenne mobile baissière, résistance pour le moment. Et autre point de repère un peu plus court terme, vous avez la moyenne mobile 20 jours légèrement haussière en vert qu'on est en train de tester depuis 2-3 jours. Donc pour le moment, c'est relativement neutre. Mais si on devait retourner à la baisse cette moyenne mobile court terme, ça militerait pour une correction, comme je vous le disais juste avant. Alors, bon, ça c'est sur les grands indices de zone euro. Maintenant, aux États-Unis, le rattrapage est un peu plus puissant, puisque les États-Unis ont retracé 62%, donc un peu plus qu'en Europe. Mais on a globalement un peu les mêmes configurations, où on s'interroge sur ce rebond, est-ce qu'on ne devrait pas corriger un petit peu avant de repartir à la hausse un peu plus tard dans l'année. Maintenant, les indices, c'est une chose. Chez Portzamparc, on s'intéresse beaucoup au secteur et à l'allocation sectorielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au secteur santé. Sur la diapositive suivante, on va voir comment se comporte le secteur santé. Parce que les indices, on voit qu'il y a quand même beaucoup de dispersion sectorielle. On constate sur un an glissant que vous avez en Europe un seul secteur qui est en hausse significative,
c'est justement le secteur de la santé. Sur 12 mois glissants, il monte d'environ 18%, alors que les meilleurs secteurs ensuite, que sont la technologie en Europe et les services de collectivité en Europe, sont à peu près stables. Ils sont à 0 de perte sur un an glissant. Et puis vous avez à côté de ça des secteurs beaucoup plus en difficulté, comme travail et leisure, enfin les voyages et loisirs, pardon, le pétrole, la banque, qui sont en baisse de 30, 35, 40% pour la banque. Donc parler des indices d'une manière générale, ce n'est pas si intéressant que ça. Ce qu'il faut voir, c'est qui sont les gagnants et les perdants dans cette phase de marché. Le secteur de la santé, c'est un gagnant. Pour l'instant, je suis toujours sur l'Eurostoxx. Est-ce qu'on peut avoir juste la page suivante, s'il vous plaît? Merci. Donc voici le secteur de la santé en Europe en haut. Alors, pourquoi en Europe? D'habitude, quand je parle des indices, souvent je regarde les indices en zone euro. Là, je regarde les indices en Europe, c'est-à-dire avec tous les constituants du stock 600. Donc, vous avez, en plus de la zone euro, évidemment, comme grande zone, vous avez l'Angleterre, la Suisse, les pays nordiques. Pourquoi? Parce que le secteur de la santé a ce site particulier que la plupart des grosses valeurs de santé en Europe sont hors zone euro. La seule grosse valeur en Europe qui sont en zone euro, c'est Sanofi. Elle pèse environ 8% de la capitalisation boursière du secteur santé en Europe. Mais les grands acteurs sont suisses principalement, Roche et Novartis, sont ensuite anglais avec AstraZeneca, GlaxoSmithKline, et puis vous avez également Novo Nordisk au Danemark. Donc ces 6 valeurs-là représentent les 2 tiers de la pondération du secteur, et 5 de ces 6 valeurs donc sont hors zone euro. C'est pour ça que quand je regarde cet indice, je le regarde au travers de toutes les valeurs du stock 600 de la santé. Donc vous avez le secteur santé stock 600 en haut. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il a réussi, lui, à repasser largement au-dessus de la moyenne mobile 50 jours en violet. Il est même repassé au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours en bleu. Et il a rattrapé la quasi-totalité de la baisse de marché. Donc on a un secteur qui, à la fois, a baissé moins dans la baisse, à la fois est capable de rattraper et d'accompagner la hausse du marché. C'est ce qu'on voit sur la courbe du bas en violet, qui est la force relative, le ratio relatif du secteur santé, si on le compare au stock 600 en entier. Donc quand la courbe en violet monte, c'est que le secteur santé surperforme le stock 600, et quand elle baisse, c'est que le secteur santé fait moins bien que le stock 600. Donc voici pour le comportement vertueux du secteur, et je passe la parole à Jean-Michel. Merci Lionel. Pour compléter ta présentation sur le secteur santé, puisque là tu m'as vraiment déroulé le tapis rouge par les performances de mon secteur, je voulais juste vous faire un petit aparté sur le poids de la santé dans les budgets des États entre 1970 et aujourd'hui. En 1970, alors les premiers États qui consacrent le plus de budget, en 1, vous avez les États-Unis, en 2, la Suisse, et en 3, la France. On ne va pas aller trop ensuite dans les seconds rangs. Et bon dernier figure la Turquie. En 1970, le budget des États-Unis dans le PIB pour la santé était de 2,3%. Aujourd'hui, il est de 16,9%. 16,9% du PIB américain. La Suisse, qui est très dynamique aussi, a aujourd'hui dans son PIB 12,2% qui est consacré. Et nous sommes juste derrière avec 11,2% donc du budget qui est consacré sur le PIB de la France. Ensuite, avant de démarrer ma présentation sur les 3 dossiers que nous avons sélectionnés, je voulais juste aussi vous donner ma vision lorsque j'étudie un dossier. On regarde toujours sur un dossier sa croissance, la visibilité que nous avons, ça c'est la première règle. Ensuite, en 2, c'est la marge et la rentabilité aussi du dossier. Tout ça, ça évoque beaucoup de choses. Ça veut dire que
La marge, ça veut dire qu'on a une bonne organisation, qu'on n'a pas trop de tension, qu'on est avec un groupe qui a bien réfléchi à son business model et sentir aussi la rentabilité. Aujourd'hui, avec le Covid, en 3, il y a un élément qui est quand même très important qu'il faut complètement intégrer, bien que ça n'a jamais été très loin de notre approche, c'est la trésorerie. La trésorerie et le cash flow. Puisque comme vous a présenté donc par les chiffres Cédric, nous allons traverser au deuxième trimestre une situation quand même qui sera quand même assez difficile. Et donc, il est très important dans le choix, dans la sélection qu'on fait de nos dossiers, d'intégrer la trésorerie pour mettre en avant ces dossiers-là. Donc, je vais commencer par vous présenter Rush Holding. Donc, Rush Holding, c'est tout d'abord, ça fait partie des dossiers qui sont, je dirais, les plus dynamiques en R&D, hein, donc dans la recherche et le développement. C'est un groupe qui consacre à peu près 20% de son chiffre d'affaires dans la R&D. C'est le premier investisseur dans le secteur de la santé et le 7e investisseur, tout secteur confondu. Donc 20%, ça représente quelque chose comme 10 milliards hein, quand même. 10 milliards, comme on dit, c'est quelque chose qui est important dans le budget, mais qui est réellement essentiel, qui est l'essence même du fonctionnement de Rush Holding. Vous allez comprendre pourquoi. La politique de recherche et de développement, elle est liée tout simplement à la vie d'un médicament. Un médicament, ça prend beaucoup de temps entre les premières recherches et le médicament qui arrive sur le comptoir d'une pharmacie. Il peut se passer 20 ans. Je vous donne des chiffres assez rapides pour pas trop rester là-dessus, mais pour un médicament, vous avez 10 000 molécules qui sont criblées. Vous avez ensuite, sur les 10 000 molécules qui sont criblées, vous avez 100 molécules qui sont testées. Et ensuite, ça donne 10 candidats au médicament. Pour finir, pour faire un médicament. Et le budget moyen pour la mise en place d'un médicament, dans toute cette conception-là, dans toute cette chaîne-là, c'est à peu près 800 millions d'euros. Voilà, c'était juste déjà pour vous sensibiliser, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de travail que Roche donc, imprime depuis plus d'un siècle. Donc sa politique de R&D permet à ce groupe d'être toujours très agile. Pour continuer mon développement sur les médicaments, je vous ai parlé en 2 mots de la fabrication d'un médicament, mais un médicament n'est pas éternel. Et les médicaments ont une durée de vie après la conception, après qu'ils soient commercialisés, d'à peu près 10 ans. Donc pendant 10 ans, vous pouvez récolter les fruits de vos efforts, de toute cette recherche qui a été déployée. Mais après 10 ans, vous avez la concurrence, qui sont en fait les génériqueurs, qui arrivent, qui viennent dupliquer votre médicament, et vous ensuite, comme je dis vous, hein, les laboratoires se retrouvent avec un médicament qui est fortement concurrencé, où il commence à perdre de la vitesse, enfin, commence à réduire votre chiffre d'affaires, et ça fait que si vous ne réinventez pas un nouveau médicament, donc si vous ne reproduisez pas un nouveau médicament, vous allez vite être oublié et vous allez vite perdre du terrain et vous allez disparaître. Donc, vous voyez, l'essence essentielle de Roche, l'approche qu'ils ont de la R&D, c'est tout simplement leur survie hein, qui joue, et c'est leur modèle qu'ils entretiennent en permanence. Et donc Roche s'est vu, alors Roche a régulièrement commercialise ce qu'on appelle des blockbusters,
sur le marché, donc dans le marché du médicament. Alors, un blockbuster dans le marché du médicament, c'est un médicament qui va générer dans sa vie à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Et la dynamique de Roche sur l'année 2020 est fixée à 14 blockbusters qui vont être dans les résultats du groupe. À savoir aussi que dans la R&D aujourd'hui, nous avons par Roche, dans son vivier valeur, nous avons actuellement 30 études cliniques qui vont sortir d'ici 2021. Donc 30 études cliniques d'ici 2021, ça place Roche comme le candidat le plus dynamique en études marché. Donc les études marché, vous avez la FDA aux États-Unis et l'IME pour l'Europe. Hein. C'est deux sas bien étanches. Hein. Chacun a son fonctionnement. Hein. Et donc, Roche fait souvent de la partie double. Quand il dépose et qu'il rentre en phase clinique, donc et qui travaille donc une molécule pour faire un médicament, ensuite dans les études cliniques, bien souvent, il duplique la demande aussi bien en IME qu'en FDA. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement de Roche. Après Roche, ça leur permet donc d'avoir, comme je vous dis, toujours une agilité de groupe et donc de faire un roulement permanent entre les médicaments qui sont sur le marché, ceux qui vont arriver dans la période des 10 ans, qui vont être génériqués. Donc ces médicaments-là, bien évidemment, ils ne les abandonnent pas. Hein, ils continuent de rentrer dans le chiffre d'affaires, mais en ayant bien évidemment un ralentissement. Mais le fait d'avoir cette lame de fond des médicaments qui sortent régulièrement des études, et en général ils sont assez pertinents, c'est que Roche déploie un chiffre d'affaires qui est quand même relativement récurrent, avec une bonne visibilité. En tout cas, dans la communauté des brokers, on a très 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 peu de volatilité dans la visibilité qui est donnée par l'ensemble des brokers. Alors Roche, je vous ai parlé de la R&D, mais à côté de ça, il y a aussi toute la partie diagnostic. Donc cette partie diagnostic, ça contribue donc au développement de médicaments. Donc dans le traitement des médicaments et dans les spécificités, vous avez l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Et dans les produits pharmaceutiques, alors je vous cite juste 2-3 médicaments, l'Anaprox et l'Avastin. Bon. Pour mémoire, Roche, c'est quand même le laboratoire qui a inventé et commercialisé la vitamine C et le Valium. Alors, Roche face au Covid-19. Alors, mes propos, c'est pas, enfin, mon intervention d'aujourd'hui, c'est pas de trouver réellement une opportunité du Covid-19 à travers le secteur santé. C'est plus, dans la présentation, et je pense que vous l'avez compris, de vous parler de dossiers qui vont traverser au mieux cette crise qui est pour l'instant, qui est carrément inédite. Donc pour l'instant, on a les répercussions, on commence juste à les avoir sur une dizaine de jours, mais au deuxième trimestre, on aura des répercussions qui seront peut-être un peu plus chiffrées et qui feront un tout petit peu plus mal. Donc le but, c'est plutôt de vous proposer des dossiers qui vont mieux traverser donc, cette période-là. Donc face au Covid-19, Roche a un ensemble de médicaments
déjà à disposition qui vont pouvoir très rapidement, et là c'est le cas, pour pouvoir essayer de contrer ce virus. Et à travers l'un de leurs médicaments qui s'appelle l'Actemra. Donc l'Actemra, c'est un médicament, c'est un anti-inflammatoire pulmonaire dont Roche a demandé une procédure donc accélérée à la FDA pour pouvoir administrer ce médicament-là dans le traitement du Covid. Donc sur le plan financier, pour l'heure, on n'a aucun, je dirais, aucun objectif, enfin, il n'y a rien à filtrer. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt état d'urgence, mais Roche est quand même un très bon candidat pour la partie médicaments. Alors, on me demande d'ailleurs si Roche est éligible, ainsi que d'autres valeurs, au PEA. Malheureusement, non. Dommage. Non. Mais il y en aura aussi pour les PEA, vous inquiétez pas. Il y a 2 autres présentations qui laissent la place au PEA. Merci. À côté de ce médicament, Roche fait aussi des diagnostics et du test. Donc la partie test sur le Covid, dans la phase de déconfinement, va être très importante. Elle va être très importante parce que ça va, d'une part, permettre de pouvoir recommercer quelque part. Hein. Parce que si je reprends tout simplement les propos d'Augustin Romanet, des aéroports de Paris, disent que demain, quand on pourra à nouveau voler dans les avions, aller à l'international et tout, il n'y aura aucun passager qui pourra quitter le sol sans être testé. Et donc, on devra mettre en place des tests. Alors, il y a 2 sortes de tests du Covid. Hein. Vous avez les tests par prélèvement. Donc ça, ce seront plutôt ce genre de tests-là que peut-être vous aurez à passer quand vous allez prendre l'avion. Donc là, c'est plutôt des acteurs comme Biomérieux qui sont très très bien, je dirais, spécialisés dans ce thème-là. En revanche, dans les tests plus de masse, de population, là, c'est plutôt Roche en ligne avec l'Elexis, donc qui est un test sérologie. Hein, donc ça veut dire que c'est prise par prise de sang. Donc on va pouvoir voir si réellement vous êtes porteur ou si vous l'avez été du virus. Quand on a travaillé, enfin, quand mon équipe et moi-même avons travaillé sur le dossier Roche, c'était, je dirais, un des relais de croissance supplémentaire que je voulais intégrer au dossier, en disant que pour l'instant, Roche était un candidat et qu'il fallait avoir bien évidemment l'autorisation des agences, entre autres de la FDA. Et pour le test diagnostic grande échelle, depuis dimanche, c'est chose faite. Donc les tests sérologiques Elexis vont rentrer en œuvre dès le mois de juin. Et pour ce faire, Roche avait déjà un petit peu anticipé et a mis en place et a doublé la production donc, des unités de test qui sont passées de 50 millions à 100 millions dès le mois de juin. Donc voilà. Je passe à la slide suivante. Alors, on peut passer maintenant à la slide suivante. Et on donne la parole à Lionel sur son analyse d'un point de vue technique sur la valeur Roche. Merci Jean-Michel pour ce point complet sur Roche. Pour conclure sur le dossier Roche, on va regarder un petit peu son comportement. Donc là, sur ce chart, vous avez en haut le comportement de Roche. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est un des rares titres qui est plus haut que ses niveaux de février. Donc il a fait mieux que
annulé toute la baisse, il a rattrapé la totalité, il est même franchi le pic précédent. Donc indéniablement, c'est un titre qui surperforme. Une autre façon de le voir, c'est au travers du ratio relatif à l'indice stock 600 au milieu, la courbe en violet. Donc on voit que cette courbe a fortement monté dans toute la baisse de marché et au début de la remontée. Donc ça, c'est une surperformance forte dans cette phase-là. Depuis la fin mars, ça se stabilise, une phase de pause où le titre ne fait pas mieux que l'indice dans la hausse, mais ne fait pas moins bien non plus, se stabilise. Et en bas, en bleu clair, vous avez le ratio relatif de Roche comparé à son secteur, le secteur santé en Europe, donc la courbe en bleu. Donc ce qu'on voit, c'est que là aussi, il a surperformé son propre secteur dans la phase sensible, et puis il consolide depuis en termes relatifs. Donc on a vraiment un dossier au profil défensif. Si on est un investisseur défensif, ça fait tout à fait sens de surpondérer le secteur en général et Roche en particulier. En revanche, si on est un investisseur plutôt offensif et si on souffre du manque à gagner, évidemment, dans la hausse, c'est un titre peut-être un tout petit peu moins adapté. Mais au global des deux mouvements, le mouvement de baisse puis le mouvement de hausse, on a quand même un titre qui surperforme largement et ça devrait continuer à être le cas. Alors, je passe la parole à Jean-Michel sur le... Je vais juste te poser une question qui est dans l'environnement. Justement, tu parles de la performance du secteur santé. Évidemment, la question est toujours là, c'est-à-dire est-ce que, comme ce secteur a déjà bien surperformé les marchés, est-ce que la hausse n'est pas derrière nous quand même? Si on regarde ces tendances longues, ces tendances lourdes sur le secteur, j'ai envie de dire non. Il n'y a que dans les phases de marché extrêmement haussières que le secteur santé peut être amené à sous-performer, comme par exemple 2017, qui est un marché aussi fort, avec une croissance forte de l'économie. Donc dans ces cas-là, le secteur santé rentre un peu dans le rang en termes relatifs, mais dans les phases comme on a, justement, avec peu de visibilité sur le niveau de croissance et l'économie en général, le secteur santé et tout ce qui est plus résilient et devrait continuer à surperformer. Alors sur la valeur Roche, et après je passe à la slide d'après, y a-t-il un objectif de cours pour la revente? Je ne sais pas si c'est Lionel ou Jean-Michel pour répondre. Moi, je n'ai pas de résistance à donner puisque les résistances ont été franchies. Le titre fait de nouveau plus haut, donc je n'ai pas de niveau de résistance à indiquer. Ça marche. Peut-être pour y penser, j'ai énormément de questions et celles-là elles seront, mais à la fin, mais pour que Cédric peut-être, est-ce qu'il y a des fonds ou des ETF sur le secteur santé? Voilà, et je repasse la parole à Jean-Michel sur Stratorius Tedim qui est recommandé. Jean-Michel, ton micro, il faut le réactiver peut-être. On a perdu Jean-Michel au niveau du son. Oh là. On a perdu Jean-Michel. Est-ce que alors on va passer par l'analyse technique du titre en premier, le temps que Jean-Michel revienne? Oui, si vous voulez. Voilà. C'est déjà un titre qu'on a évoqué, mais peut-être un peu plus rapidement à notre première conférence il y a 6 semaines de cela, première conférence de cette série. Mais là, on en reparle encore, on le remet en avant. Là, vous avez en haut le titre Sartorius Tedim. Donc, ce qu'on constate, c'est que il y avait une petite résistance intermédiaire en rouge horizontal au début de l'année. Janvier, février, mars, le titre, tout en se comportant très bien, avait cette petite résistance. Elle a été franchie au mois d'avril. Il y a une cassure qui est entourée en bleu ici, au début avril, avec ce qu'on appelle un petit pullback derrière, c'est-à-dire un retour sur le point de cassure et une confirmation que cette ancienne résistance devient support, et puis une poursuite de la tendance haussière. Donc en absolu, tendance haussière absolument incontestable. En relatif à l'indice, la courbe en violet au milieu, on constate que le titre est dans une surperformance très régulière, sans ralentissement, et ce depuis des mois, que ce soit dans un marché aussi en 2019, dans la baisse de marché qu'on a connu, ou dans le rebond. Il y a une performance quasiment linéaire sur toute cette période. Et on a la même chose sur la force relative au secteur, en bleu clair en bas. Donc une surperformance également face au secteur. Donc là, c'est vraiment, si je puis me permettre, la crème de la crème, une surperformance sur tous les fronts. Donc une valeur qu'on met vraiment en avant.
Alors, j'ai récupéré Jean-Michel. alors, j'ai récupéré Jean-Michel, mais par téléphone. Est-ce que tu peux faire un test son, Jean-Michel, s'il te plaît? Vas-y, tu peux parler et parler de la valeur Sartorius, s'il te plaît. Vas-y. Entendu. Bon, alors je poursuis avec un dossier Sartorius Edim. Alors, Sartorius Edim, ça fait partie donc dans le domaine de la santé des medtech. Donc c'est une spécificité bien précise. En fait, le travail de Sartorius Edim, à la base, c'est d'accompagner toutes les biotech donc dans la recherche, dans le développement médical. Ça veut dire que eux, ils mettent en place, ils mettent à disposition des laboratoires, une salle blanche, comme ils appellent ça, aussi le traitement des fluides. C'est un équipementier, donc en un mot, qui accompagne les biotech dans la recherche de leur moyen. Donc ça, c'est un premier pan de leur activité. Le second pan de l'activité de Sartorius, c'est également de pouvoir, une fois que le médicament a été approuvé par donc les autorités, FDA et FIMA, c'est d'être à la fabrication de ces médicaments-là. Et là, ça apporte un attrait très intéressant au dossier, puisque une fois que vous avez la certification de votre médicament, en tant que laboratoire en biotech, vous avez donc déposé la fabrication avec un concepteur qui s'appelle Sartorius. Et là, vous êtes attaché à jusqu'à l'avance en juin, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on a, par rapport au dossier Sartorius, une grande récurrence du chiffre d'affaires, qui s'élève à peu près à 75% du chiffre d'affaires. Face au Covid, on est sur un dossier qui reste peu impacté, en tout cas sur les codes bancaires qui nous avions épluché sur 2019. On a un chiffre d'affaires qui continue d'être en hausse. On a aussi, et ça c'est très important, une marge opérationnelle qui reste très importante. C'est un dossier qui marche à 30%. Et comme nous sommes dans un secteur, comme je vous l'ai expliqué, avec des chiffres sur les dépenses de la santé qui sont toujours en perpétuelle évolution, Sartorius, sur 2020, se paye un peu le luxe de relever son chiffre d'affaires d'environ 8%. Alors, on me pose la même question que pour le secteur de la santé en général. Est-ce que Sartorius n'est pas trop cher pour en acheter? Et par ailleurs, Lionel, on me demande si tu peux nous indiquer le niveau de stop loss. Alors, la première pour Jean-Michel, ou les deux pour Lionel. Alors, effectivement, Sartorius gagne depuis le début de l'année un peu plus de 52%. On pourrait penser que nous sommes très très chers sur ce dossier-là. En fait, dans les résultats de Sartorius, on n'avait pas intégré un nouvel acteur que Sartorius avait fait l'acquisition, qui s'appelle Danaher, et qui a surpris par la contribution de Danaher, donc c'est ce qu'on appelle les synergies, qui a surpris dans les résultats de 2020. Donc ça veut dire que déjà c'était un dossier qui à la base était en croissance assez vive, avec des bonnes marges,
les publications du groupe Sartorius. Le groupe Sartorius a largement réévalué ses objectifs. Et maintenant, on va avoir dans la communauté des brokers ces personnes qui vont être obligées de réévaluer des dossiers. Donc, effectivement, nous avons un dossier qui bat le consensus, qui peut paraître cher, mais en termes de révision, on attend que les des chiffres qui soient relevés par l'ensemble du cas. Et donc, il est éligible également au PEA, celui-là. Alors celui-ci, oui, il est bien éligible dans les PEA, conduite ordinaire, assurance vie. Voilà, vous pouvez le mettre un peu partout et vous pouvez y aller. Alors Lionel, oui. Pour compléter, pour répondre à la question sur niveau de stop, bon, si on raisonne vraiment court terme, ce serait donc le niveau que je vous indiquais, autour de 199, ancienne résistance de janvier, février, mars, franchi début avril, confirmé support depuis. Donc ça, c'est un raisonnement vraiment court-termiste, 189, pardon. Après, si on a une vision plus investisseur à long terme, vous avez en pointillé en bleu ici, vous voyez une ligne de tendance haussière. On ne voit pas très bien, mais elle rejoint les creux de 2017-2018 et celui de 2020. Donc vous avez une ligne de tendance haussière à long terme, et ça passe sensiblement plus bas. Voilà, donc selon l'horizon de temps que vous privilégiez. Jean-Michel, peut-être, je te passe la parole sur la suite. Oui, on me demandait, Lionel, le niveau de stop loss. Oui, c'est ce que je disais. Ah, pardon, excusez-moi. 189, le support court terme, et en support long terme, la ligne de tendance haussière à long terme en bleu qui est sensiblement plus bas. Ok, merci. Je repasse donc la parole à Jean-Michel, qui est au téléphone de l'autre côté. Et donc, désolé si le son est un peu plus mauvais de ce côté-là. Et donc, la dernière valeur, hors PA, éligible au PEA. À toi, Jean-Michel. Alors là, je pense que je vais surprendre un peu moins de personnes à travers ce dossier-là européen qui commence à avoir une assez grande cote de popularité quand même. Et là, bon, nous sommes quand même devant un acteur qui génère de la croissance régulièrement. Alors, de par son positionnement. En PA, je vous rappelle, c'est le leader européen de la prise en charge de la dépendance. Donc, ils ont des cliniques de soins, également des cliniques en psychiatrie. Donc, il y a plusieurs divisions sur un établissement bancaire. La visibilité de l'activité, elle est tout simplement liée à la démographie. Jean-Michel, tu peux te mettre un peu plus près de ton téléphone, s'il te plaît? Merci. Vas-y. Donc, on a une démographie qui est toujours accrue. Hein. Donc, ça permet d'avoir quand même, sur le business model, un élément quand même qui est moteur. C'est un groupe qui est très très bien organisé. Quand je vous dis qui est très bien organisé, ça veut dire que vous avez une plateforme qui gère l'intégralité des établissements bancaires. Les établissements bancaires, dans le monde entier, il y en a des 935. Orpea rayonne un tout petit peu partout maintenant dans les zones
Est-ce que le Covid et l'hécatombe, malheureusement, enfin l'hécatombe, en tout cas la surmortalité quand le Covid entre dans un EHPAD n'aura pas un impact et risque de faire baisser la valeur? Je ne sais pas, je pose la question. Alors, c'est une très bonne question parce que, vous savez, quand on étudie un dossier, bien évidemment, on se met en scénario d'invalidation. Et dans les scénarios d'invalidation d'Orpea, il y a deux thèmes qui sont très importants. Le thème donc de la réputation. Le groupe tient à avoir une réputation intacte. La réputation, c'est quoi? C'est que il n'y ait aucune maltraitance qui puisse surgir d'un des 953 établissements. Donc ça fait que vous avez réellement une école, un enseignement qui est donné, et une sélection qui est vraiment très marquée pour les emplois chez Orpea, qui sont de l'ordre de 65 000 personnes par exemple. Et également tout ce qui est virus, puisque Orpea, tous les ans, avec l'arrivée saisonnière de la grippe, a à combattre un virus. Donc le Covid, déjà c'est le virus. Et donc, au niveau des décès, dans l'organisation d'Orpea face au Covid, il y a eu dans les hôpitaux et dans les EHPAD le plan bleu qui a été déclenché bien en amont du plan que nous subissons par notre gouvernement depuis mars, depuis la dernière semaine de mars. Orpea, eux, avait déjà confiné ses patients. Donc ils ont anticipé en fait, ils ont pris des mesures en amont, ce qui est une bonne chose. Il y avait, voilà. Alors, après, au niveau du chiffre qu'on peut entendre sur les EHPAD, Orpea a communiqué à la mi-avril sur le nombre de décès qu'ils ont constatés. Sur le nombre de décès qu'ils ont constatés sur la mi-avril, enfin depuis la mi-avril, on était à un chiffre inférieur du nombre de décès par rapport à 2017 et 2016. Donc, il y a eu des décès, mais dans un cadre vraiment très limité lié au Covid. d'accord. J'ai beaucoup de questions, donc on n'a pas commencé trop à les traiter. Je vais peut-être passer la parole à... Alors, on n'a pas d'analyse technique sur cette valeur, c'est ça, Lionel? Donc, Non, pas sur Non. celle-ci. D'accord. Donc, je vais peut-être poser les questions relatives aux ETF qui ont été nombreuses, compatibles avec un PEA. Quels fonds, on me demande aussi. Et il y a une question aussi sur l'intitulé du traceur santé que l'on peut acheter dans un PEA. Ça, je pense que peut-être Cédric, je ne sais pas. C'est pour Cédric? Oui, complètement. Voilà, je me reconnecte, pardon. Donc, sur les trackers, LIJ-PEA, on a un Lixor, le Lixor Europe 600 Healthcare, LU 18 34 49 86 900. Voilà, votre conseiller ou gérant, de toute façon, pourra vous le communiquer. Il est LIJ-PEA, il reproduit le stock 600 Healthcare. Donc, ça va être pour l'Europe. On me demande s'il inclut des valeurs suisses. C'est le cas? Oui, il y en a puisqu'il est en réplication via des dérivés, donc du coup ça lui permet d'être éligible au PEA. Et étant donné que à part Sanofi et Bayer, qui sont encore un petit peu entre les deux, et sinon Roche Novartis sont les plus gros poids lourds, donc effectivement on ne peut pas avoir un ETF, un tracker qui soit en réplication physique puisqu'il ne sera pas éligible PEA. Et pareil aussi pour la Grande-Bretagne. En termes de fonds, il y a deux approches. On a beaucoup si vous voulez un fonds un peu pur pharma, vaut mieux aller sur un tracker. Si par contre vous voulez jouer une thématique, souvent les thématiques sont tournées vers de la biotech.
Donc il y a toujours une dose de biotech. Alors le problème des biotech, je pense que vous êtes familier avec, c'est que la volatilité n'est absolument pas la même qu'avec un groupe comme Roche ou comme Novartis. Donc nous, c'est pas forcément ce que l'on va souhaiter mettre en avant, sauf si vous avez des connaissances très précises sur les valeurs, mais c'est pas vraiment la philosophie d'investissement chez Porzampar. Donc on a des fonds, alors autres différentes thématiques, mais je pense à un fonds de Lombard-Odier Golden Age, qui est un fonds plutôt orienté type Orpea au niveau européen, voilà pour jouer une thématique, ou sinon un fonds comme partie biotech dont je parlais, le Polar Capital Biotech. Donc Polar est une société, Polar Capital fait beaucoup de fonds orientés sur cette thématique. Voilà, mais c'est vrai que nous on va plutôt privilégier, vous le connaissez, c'est notre ADN, on va plutôt privilégier la sélection en titre vif, donc en action, via les valeurs qui nous ont été présentées aujourd'hui. Ok, j'avais une question, donc Jean-Michel est prévenu, donc sur Bastide Médical, donc je vais lui laisser nous dire ce qu'il en pense. Dans l'activité, quand je vous ai présenté en paire, vous avez à peu près exactement la même activité. Nous, ce dossier-là, à regarder, par sa taille, sa capitalisation, on a préféré quand même s'orienter sur le leader. Pour moi, à mon sens, Bastide, c'est un très très bel établissement, c'est très dynamique. Pareil, ça a exactement les mêmes qualités, je dirais, qu'à Orpea, mais à une taille beaucoup plus réduite. Après, la fragilité financière du groupe, enfin, je dis fragilité, c'est pas au sens propre, hein, c'est que on n'a pas du tout le même, je dirais, un rayonnement financier entre un Orpea et un Bastide, fait que tu préfères Orpea. Je serais un peu plus prudent d'aller sur du Bastide parce que financièrement, il faut vraiment avoir une avance. En revanche, ça peut être s'il y a réellement, je dirais, un problème, un souci sur le Covid par rapport à un Bastide, ça pourrait être réellement une proie pour des acteurs comme Orpea ou même Corian. Alors, je vais passer la parole à Lionel. Donc, un avis peut-être. Alors, attendez. Oui, Biomérieux a beaucoup monté. Est-ce que ce signal de hausse de moyen terme, est-ce que c'est un signal de hausse moyen terme ou bien est-ce qu'il est opportun de prendre ses bénéfices? Et puis après, peut-être aussi d'un point de vue analyse technique, son avis sur Sanofi, qui est un des gros acteurs majeurs du secteur santé. Avis favorable sur le plan technique sur Sanofi et sur Biomérieux également. Alors, on ne l'a pas choisi sur le plan fondamental, mais sur le plan du comportement boursier, elle a un comportement assez proche de ces bonnes valeurs que sont Sartorius et Limoroche. C'est-à-dire qu'elle a été capable de rattraper la totalité de la baisse pour le dépasser. Une question pour Cédric. Avez-vous des valeurs de fonds éligibles au PEA-PME? Et on m'a parlé de Cyclave aussi tout à l'heure. Alors après, je suis désolée, mais compte tenu du fonds qui est un peu compliqué à gérer, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions. En tout cas, je les ai notées. Vous vous rapprochez, je les transmettrai à vos conseillers individuellement, donc pour échanger avec eux sur toutes les autres questions que malheureusement on n'aura pas pu traiter pour une question là d'internet, de box. Voilà. Mais donc voilà, la parole à Cédric. Oui, pour les fonds PEA, PME, non, dans la sélection actuelle, ne sont pas éligibles. Le souci qu'on a, c'est que c'est souvent les valeurs sur lesquelles on va, type où on s'interroge, un Biomérieux, Orpea ou Corian ou Bastide, sont devenues un peu grosses maintenant. Alors certaines sont toujours, type LNA Santé, sont toujours éligibles, mais on n'en a pas là aujourd'hui. Après, en termes de fonds,
c'est dur de jouer des thématiques dans le PEA-PME via des fonds, puisque déjà l'univers est assez restreint. Donc, soit vous prenez un fonds toute thématique éligible au PEA-PME, type un fonds Ports-en-Par PME, Ports-en-Par Europe PME, ou vous jouez des valeurs en direct. Pour l'instant, on n'en a pas encore, mais plus concrètement, on réfléchit à une offre, on réfléchit plus puisqu'on y travaille très fortement. On a quelques problèmes d'ajustement, mais à avoir des portefeuilles PEA-PME à vous proposer. Je n'ai pas de réponse très précise à vous donner aujourd'hui. Merci à tous les trois. J'ai le plaisir. Alors, ça fait quasiment 1 heure, donc vraiment, je ne veux pas vous retenir plus. Et vraiment, il y a beaucoup de questions, mais que je transmettrai à vos conseillers. Soyez rassurés. Sinon, vous pouvez nous contacter donc au 01 40 17 59 49. Et j'ai le plaisir de vous annoncer. Alors, j'ai pas l'horaire, mais je pense que ce sera à 11h30, Cédric. C'est 11h30. C'est 11h30. Donc, vendredi 15 mai prochain, la prochaine webconférence avec Florent Boronès, le responsable stratégie d'investissement de BNP Paribas Wealth Management, et j'imagine toujours Cédric et Lionel. Oui, alors on fera un point global sur la situation, l'environnement et surtout la macroéconomie, puisque Florent est effectivement celui qui décide de la stratégie d'investissement pour BNP Paribas. Voilà, et à venir cette semaine, 2 articles, un de Luciana Duprat sur l'ISR et Maxime Viemion sur la finance comportementale en cette phase un peu particulière, c'est assez utile. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Voilà. À très vite, merci. J'ai noté toutes vos questions, donc vous inquiétez pas. Cédric, ne quitte pas le temps que je prenne les dernières, que je les enregistre. Bonne journée à tous, merci de votre attention. Bonne journée Jean-Michel et merci. On a réussi. Oui, prenez soin de vous, exactement.